Cette matinée commença comme toutes les autres, avec le doux bourdonnement de l'aspirateur sur le sol du salon. Un pâle soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant le visage d'Ethan qui plissait les yeux face à la luminosité, un large sourire éclairant ses joues. « Bois, Ethan » insista Marcus d'une voix basse et posée, ni forte ni dure, mais impossible à refuser. « Entre papa et toi, ne le dis pas à maman, d'accord ?» Le sourire du petit garçon s'élargit. Il prit la tasse familière à motif de dinosaure. À l'intérieur, le lait tourbillonnait doucement, chaud au toucher. Ethan porta la tasse à ses lèvres. Le goût était étrange, légèrement inconnu, mais pas désagréable. Il l'avala d'un trait et sourit de nouveau, les yeux presque fermés de contentement. Marcus s'accroupit à côté de lui ébouriffa les cheveux d'une douce tape, puis jeta un coup d'œil vers le couloir, percevant au loin le bruit de l'aspirateur toujours en marche. S'essuyant les mains sur une serviette posée sur le dossier d'une chaise, Marcus prit la brique de lait vide. C'était une brique de lait pour adulte, pas celle d'Ethan. Dans le réfrigérateur, la brique étiquetée « sans produits laitiers ou pour les allergies graves » était restée intacte. L'autre brique, dont l'étiquette avait été décollée, était presque vide, quelques gouttes s'accrochant obstinément au fond. De l'autre côté de la pièce, Lisa s'agenouilla sous les chaises pour essuyer la poussière. Elle leva les yeux vers les pas de Marcus et demanda doucement, sans se retourner, « Tu as utilisé le bon lait, n'est-ce pas ?» « Oui », répondit-il d'un ton neutre, désignant d'un signe de tête la boîte avec le petit autocollant bleu. Rien dans son ton ni dans son bref hochement de tête ne semblait assez étrange pour l'empêcher de faire le ménage. Après tout, Marcus s'était montré distant ces derniers temps, mais il était toujours son mari et Ethan était toujours son joyeux petit garçon. Moins de 10 minutes plus tard, le premier bruit perturba leur matinée tranquille, le fracas du verre. Lisa releva brusquement la tête et se releva d'un bond. Une toux sèche et frénétique résonna dans le couloir, suivie de petits pas hésitants qui se turent brusquement. Elle courut dans le salon. Ethan était allongé sur le ventre, les bras repliés sous lui, les lèvres bleu-gris, les joues rouges, une éruption cutanée lui remontait le long du cou. Il avait les yeux fermés et chaque respiration était saccadée. Un mince filet de liquide laiteux coulait encore du coin de sa bouche. « Ethan » hurla Lisa en tombant à genoux. Les mains tremblantes, elle retourna son petit corps. Sa peau était brûlante, mais sa respiration était si superficielle qu'elle semblait sur le point de s'éteindre. À travers ses larmes, elle aperçut Marcus dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le chambranle, la main sur la porte du réfrigérateur, le regard vide. « Marcus, appelle une ambulance » hurla-t-elle, mais il ne bougea pas. Lisa n'attendit pas. Elle sortit son téléphone de sa poche et composa le 911, la voix tremblante, mais les mots sonnèrent clairement, « Mon fils, il fait une réaction allergique. Il ne peut pas respirer. C'est une urgence. » La maison devint froide, comme si le choc avait aspiré la chaleur de l'air. Lisa pressa une main contre la poitrine d'Ethan, l'autre lui serrant la nuque, le serrant contre elle. « Ethan, mon chou, je suis là. Je ne laisserai rien t'arriver, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Son petit corps eut un léger tressaillement involontaire. Puis il réussit à octer légèrement. Ses paupières battirent, et dans le sifflement régulier du masque à oxygène, elle entendit un murmure ténu si ténu qu'il aurait pu être l'écho d'un rêve, « Papa, mais quelque chose, dans le lait. » Les mots transpercèrent l'esprit de Lisa comme une lame. Tout s'immobilisa. Ethan gisait inerte dans ses bras, rouge et glacé, chaque souffle un fil fragile. Dans cet instant suspendu, elle savait qu'il disait la vérité ou une ultime supplication désespérée. Dans l'ambulance, des lumières rouges et bleues dansaient sur les murs. Un ambulancier pressait un masque à oxygène sur le visage d'Ethan, Lisa s'accrochait à sa main et murmurait son nom. Puis, une fois de plus, si faiblement qu'on aurait dit qu'il avait été porté par le vent, elle l'entendit, « Papa a mis quelque chose dans le lait. » Son cœur battait fort. Marcus, celui qui contrôlait toujours le réfrigérateur pour assurer la sécurité d'Ethan, l'avait tenu à l'écart de la cuisine. Il avait souri en versant le contenu de cette brique sans étiquette. À présent, les pièces d'un horrible puzzle s'assemblaient. Lisa prit une profonde inspiration, retrouva sa détermination et composa à nouveau le numéro. 9-1-, quelle est votre urgence ? Calme et froide, elle a récité la terrible vérité, « Mon mari, Marcus Sloan, vient d'empoisonner intentionnellement notre fils avec du lait de vache, sachant qu'il est gravement allergique. Veuillez envoyer la police immédiatement. » Tandis que le répartiteur prenait ses coordonnées, la peur de Lisa se transforma en une détermination farouche.
Elle baissa les yeux vers Ethan, encore respirant faible, haillonneux, mais vivant et pressa sa joue contre son front. Plus besoin de mots. Elle le serra contre elle, chaque respiration laborieuse les soudant ensemble, et se jura silencieusement de le protéger de toutes ses forces. Il s'accrochait encore à l'espoir que Marcus l'entende. Lisa l'avait entendu, et avec ce simple murmure, le voile sur la vérité commença à se lever. Soudain, ce qui semblait sur s'est transformé en l'œil du cyclone. Les bureaux de Cutran Logistique, au 5e étage, étaient baignés par la lumière crue des néons. Des parois de verre transparent entouraient une table de conférence bien rangée, tout reflétait un professionnalisme si impeccable qu'il semblait presque terne. À 9 heures, Marcus Sloan se tenait au fond de la salle, pointeur laser à la main, guidant la stratégie de distribution du trimestre suivant sur un écran LED. Il venait de terminer une partie lorsque la porte s'ouvrit brusquement. 3 policiers entrèrent, leurs gilets noirs et leurs radios accrochés annonçant leur intention. La salle bondée se figea comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Marcus resta parfaitement immobile, le pointeur levé, un sourcil arqué, perplexe. « Marcus Sloan » demanda l'officier principal. Marcus rit doucement et s'éloigna de la table. « C'est quoi, une blague de télé-réalité » Personne n'a répondu. Un agent a présenté un avis de mise en détention. Vous êtes soupçonné d'avoir volontairement mis en danger la vie d'un enfant. Vous avez le droit de garder le silence et d'être assisté d'un avocat. Le silence s'installa si profondément que le cliquetis métallique des menottes résonna dans la pièce. Les yeux s'écarquillèrent. Le responsable des ressources humaines balbutia, il faisait juste une présentation. Je croyais que son enfant était hospitalisé ce matin. Marcus hocha la tête, calme et mesuré. Le garçon a eu une légère réaction allergique. Ma femme a réagi de manière excessive, comme d'habitude. Une collègue s'est exclamée, alors pourquoi n'es-tu pas allé avec lui à l'hôpital? Marcus se tourna vers elle, un léger sourire méprisant aux lèvres. Il y a des moments où un père doit garder son sang-froid. Il s'en sortira. J'ai du travail. Il tendit les mains avec une confiance sereine. Oui, j'ai changé son lait maternisé, mais si un peu de lait de vache le met à terre, il doit apprendre la résilience. Le monde ne fait pas de concessions. Personne dans la salle de conférence n'osait plus parler. À l'hôpital Franklin, Lisa était assise, figée sur une chaise en plastique rigide. Le bip incessant du moniteur cardiaque transformait chaque émotion en tranches sonores austères et stériles. La lumière blanche et vive amplifiait chaque pli douloureux de son visage. Ethan gisait immobile sur le lit, son petit corps parsemé de rougeurs qui le démangeaient. Un médecin entra, dossier à la main, l'air tendu mais serein. Nous avons stabilisé sa réaction anaphylactique, a déclaré le médecin. Il devra être surveillé de près pendant les prochaines 24 heures, mais il n'y a pas de danger immédiat. Les analyses sanguines confirment un taux élevé de caséine, une protéine importante du lait de vache. Une réaction aussi grave nécessite une exposition importante. Lisa baissa la tête. Ce n'était ni un accident, ni un oubli, ni un manque de vigilance. C'était un acte délibéré, infligé par Marcus lui-même. Elle se leva lorsque la police appela pour confirmer son arrestation. « Merci, officier », murmura-t-elle en posant une main tremblante sur le front d'Ethan. Aucune larme ne coula, seulement une prise de conscience limpide. Marcus n'était pas un père insouciant. C'était un homme qui avait choisi la cruauté et s'en était allé comme si de rien n'était. La nuit enveloppait l'unité de soins intensifs. Les lumières étaient tamisées, une lueur pâle et fantomatique planait sur le lit d'Ethan. Ses petites mains laissaient échapper des fluides, et sa respiration, bien que plus régulière, semblait toujours forcer chaque inspiration à traverser une vitre. Lisa refusait de manger. Sa bouche était aussi sèche que son cœur était lourd. La faim physique avait disparu, remplacée par le poids d'une confiance brisée. Elle s'appuyait sur le bip rythmique du moniteur et sur les oscillations fragiles d'Ethan. Dans son esprit, la matinée se rejouait, Marcus debout sur le seuil, immobile, froid à un observateur plutôt qu'un parent. Aucune trace d'inquiétude, aucune frénésie. Il enfila une chemise propre, appliqua son eau de Cologne et partit au travail comme si de rien n'était. Elle se souvenait de l'ancien Marcus, l'homme qui lui envoyait un tendre « laisse-moi faire », qui enregistrait des berceuses, qui passait ses week-ends à choisir les rideaux de la chambre de bébé. Mais ses souvenirs ne l'étaient plus. Ils étaient submergés par des éclairs de sa dureté, la fois où il avait tiré Ethan après une chute de vélo et avait aboyé « Les hommes ne pleurent pas », ou celle où il avait arraché la cuillère et tapoté le bras de son fils « Tu devrais t'endurcir ».
Un jour, Lisa tenta de protester. Marcus la fusilla du regard, le regard froid comme un couteau. « Tu veux élever un faible ou un vrai homme ?» avait-il demandé. Elle recula, se disant qu'il ne voulait que le meilleur. Maintenant, ces mots résonnaient comme des briques dans une forteresse de contrôle qu'elle n'avait jamais osé nommer. De l'autre côté de la ville, Marcus était assis dans une salle d'interrogatoire, sous une lumière vacillante au plafond. Ses mains, menottées, reposaient sur une table en acier. L'inspectrice Sarah Moreno plaça un dossier devant lui, feuilletant lentement les pages pour laisser le murmure du papier résonner dans le silence. « Comprenez-vous pourquoi votre fils a murmuré ces 3 mots ?» a-t-elle demandé. Marcus fixait le plafond, serein. Après une pause délibérée, il dit doucement, « Parce que je lui ai fait faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Je lui apprenais à être un homme, pas un enfant faible vivant dans une bulle de verre. » L'inspecteur Moreno a classé le dossier sans un mot. Marcus n'a manifesté aucune réaction, ni colère, ni remords. De retour à l'hôpital, Lisa resta aux côtés d'Ethan. Dans le silence profond de la nuit, une lucidité intense s'installa en elle. L'amour ne l'avait pas aveuglée, mais l'abus de Marcus, qui l'avait tenue en laisse. C'était sa trahison, et non son affection, qui la maintenait en place. À présent, elle ressentait quelque chose de plus fort que le chagrin, un réveil. Les paupières d'Ethan battirent, un petit geste de vie et d'espoir. Et dans cet instant fragile, Lisa comprit, elle s'élèverait haut pour son fils et pour elle-même. La petite main dans la sienne n'était plus glacée, mais sa peau restait pâle, comme du lait dilué. Seul le bip régulier et rythmé du moniteur la ramenait à la réalité. Du matin au soir, Lisa bougeait à peine. Elle ne dormait pas, n'allait pas aux toilettes et ignorait les messages de tout le monde, ne répondant qu'une fois, à son avocat. Son cœur battait à tout rompre, cherchant désespérément à comprendre non seulement ce que Marcus avait fait, mais aussi pourquoi elle entendait encore le murmure d'Ethan ce matin-là. Papa a mis quelque chose dans le lait. Ce n'était pas tant une accusation qu'une dernière supplication désespérée d'un enfant pour qu'on le croie. Elle se souvenait du calme glacial dans les yeux de Marcus ce matin-là, aucune hésitation, aucune sueur, pas même une voix forte. Il n'avait pas paniqué, car il n'était pas surpris. Il n'était pas resté, car il n'avait rien à craindre. Lisa s'était crue mariée à un homme sévère calme, peut-être dur, mais elle comprenait maintenant que c'étaient des fractures, qui s'élargissaient d'année en année, tandis qu'elle les réparait avec amour. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Une jeune infirmière entra, vérifia la perfusion, jeta un coup d'œil au moniteur et se figea. Le rythme cardiaque d'Ethan s'accélérait. « Où est le médecin traitant ?» cria-t-elle dans sa radio, la voix tendue par l'inquiétude. « Lit pédiatrique 12, réponse cardiaque préparez l'adrénaline. » Lisa se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tendait la main vers Ethan, qui commençait à gémir doucement. Mais le son ne dura qu'une seconde avant que son petit corps ne sursaute violemment. Ses mains agrippèrent le drap comme pour lutter contre quelque chose d'invisible qui se resserrait autour de son cou. Son corps bougeait selon des rythmes brusques et surnaturels, de l'écume s'accumulant aux commissures de ses lèvres. En moins de 20 secondes, la peau d'Ethan passa du pâle au rouge marbré, puis au bleu autour des lèvres et des yeux. Ses pupilles se décentraient et son pouls dans le cou battait de façon irrégulière. Lisa hurla, « Ethan. Maman est là, j'arrive. » Sa voix se brisa juste au moment où l'écran se mit à hurler ou une alarme stridente annonçant que la vie s'en allait. La porte s'ouvrit brusquement et une infirmière appela un code d'urgence par l'interphone. 2 médecins se précipitèrent à l'intérieur, poussant un chariot d'urgence et murmurant en vérifiant les doses d'injection, luttant contre le rythme cardiaque défaillant. Le pouls chute, cria l'un d'eux tandis que l'autre retenait Lisa et lui injectait de l'adrénaline dans la cuisse. Lisa ne pouvait que tenir son fils. Ses mains, glissantes et tremblantes, glissaient sans cesse de son bras froid. Dans sa tête, elle hurlait sans mots, sans pensée cohérente, juste une terreur primaire et brute, comme une mère animale regardant un prédateur arracher son unique enfant. Pendant ce temps, au commissariat de police du comté, Marcus Sloan était assis sous la lumière crue des néons de la salle d'interrogatoire 3. Le faisceau projetait des ombres nettes sur son front et creusait les rides autour de ses yeux. Sa chemise, portée depuis le petit matin, était froissée, les 3 premiers boutons défaits, sa cravate desserrée et posée sur la table. Il était là depuis près de 7 heures, non pas faute d'avocat, mais parce qu'il était classé à haut risque, risque de fuite, risque de récidiver, pire encore, risque pour le témoin clé, son fils de 4 ans allongé dans ce lit d'hôpital. Daniel Krell,
l'avocat de Marcus, entra dans la pièce, l'air tendu derrière ses lunettes à monture métallique. Il ouvrit un dossier et tapota légèrement la table avec son stylo. « La police ne vous relâchera pas, dit-il doucement. Ils ont transmis l'affaire au procureur. Il y a des preuves matérielles le lait contaminé, le témoignage de l'infirmière, les réactions allergiques, l'analyse sanguine et la déclaration de votre fils. » Marcus se pencha en arrière, les bras croisés, la voix rauque. « Ils inventent tout ça. Lisa a toujours été faible, elle a fait de notre enfant un lâche. Elle n'a jamais compris ce qu'il fallait pour élever un garçon fort. Mon père m'a fait pire. » Krell fit glisser un avis d'enquête interne de 2021 sur la table émanant des services de protection de l'enfance de l'État de New York et déposé anonymement par leur ancienne gouvernante, Cecilia Evans. Marcus esquissa un sourire en coin. « Je l'ai viré. Je lui ai dit de ne jamais revenir. Les gens pensent que la maternité leur donne le droit de faire la morale. » Krell lui déposa un autre document, un rapport de menace enregistré, prononcé par la voix si reconnaissable de Marcus. « Tu n'as pas le droit de remettre en question la façon dont j'élève mon fils. Si tu t'en mêles à nouveau, je veillerai à ce que tu perdes ton emploi et ta maison. » Il referma le dossier et regarda Marcus droit dans les yeux. « Tout ce que tu as dit ici, à moi et à la police ne fait que renforcer l'image qu'ils se font de toi, un homme puissant, maître de lui et sans remords. » Marcus laissa échapper un rire sec. « Je n'ai aucune raison d'avoir des remords. Un enfant doit surmonter sa peur. S'il a peur du lait maintenant, que se passera-t-il ensuite? Il aura peur de la société. Lisa est faible, et elle lui apprend la faiblesse. Je le protège, à ma façon. » Son témoignage froid et justifié a scellé son sort. Il a été placé en détention sans possibilité de libération sous caution. L'inspectrice Sarah Moreno a noté dans son rapport que Marcus manifestait un besoin dangereux et systématique de contrôle et n'exprimait aucun remords, il ne devrait pas être autorisé à s'approcher d'enfants. De retour à l'hôpital, vers l'aube, les lumières s'éteignirent pour laisser place à une douce lueur dorée. Lisa était assise, immobile, près du lit d'Ethan, la tête appuyée contre son bras, ses larmes depuis longtemps consumées. Puis, un léger mouvement, un doigt fragile se recroquevilla légèrement. Lisa retint son souffle tandis qu'Ethan s'agitait, ses paupières battant et s'entr'ouvrant juste assez pour qu'elle comprenne qu'il était réveillé. Ses yeux, embués et teintés de rouge comme du verre dépoli, cherchaient quelque chose. « Ethan » murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, veillant à ne pas briser ce moment fragile. Il tremblait, mais ne pouvait parler, parvenant à peine à respirer. Le garçon leva un doigt faible, pointant vers la droite, vers une petite table à dessin installée pour les enfants en réanimation. À côté d'une boîte de crayons, une feuille de papier attendait. Elle se leva et souleva doucement le dessin. Les lignes étaient désordonnées mais reconnaissables, 3 figures humaines, une grande, une aux cheveux longs, une très petite et entre elles une grande tasse de lait, sombre comme la nuit, traversée de stries rouges irrégulières. À proximité, un tourbillon noir, comme un nuage d'orage, pesait lourdement sur le lait. Lisa retint son souffle en fixant la photo. Lorsqu'elle se retourna, les yeux d'Ethan étaient fermés, mais sa voix flottait dans le silence, faible, brisée, comme si chaque mot était porté par son souffle. Secret, papa, lait. Chaque murmure lui semblait une petite lame enfoncée dans la poitrine, non pas sous le choc ou la surprise, mais à cause de la douleur profonde et silencieuse de savoir qu'un enfant devait dire des vérités qui n'auraient jamais dû être cachées. Elle s'assit près du lit, prit sa petite main fine comme une feuille et la pressa contre sa joue. Ses yeux brillèrent, comme si de lentes vagues s'agitaient sous la surface d'un lac autrefois calme. Elle l'embrassa sur le front et murmura, laissant chaque mot s'installer en lui comme une promesse, « Tu as bien fait. Quoi qu'on dise, je te crois. Je suis là. » Ethan ne répondit pas, mais sa respiration se calma. Il était vivant, et il avait trouvé le courage de parler. 8 heures. La cellule du comté était silencieuse, troublée seulement par le claquement brutal des chaussures en cuir sur le carrelage et l'odeur froide et stérile du désinfectant. Marcus Sloan était assis, immobile, à une table en bois, les mains menottées au plus détendu maintenant après une longue nuit sans résistance. Il n'avait pas dormi, non pas par peur de la prison, mais à cause d'un cauchemar sans forme ni image, seulement une obscurité profonde et infinie où résonnaient les cris paniqués d'Ethan. La porte s'ouvrit. Marcus leva les yeux, et le regard acéré s'effrit. Gerald Sloan, son père biologique, entra comme un cheveu tiré aux cheveux argentés parfaitement peignés, cravate bien serrée, montre-bracelet aligné. Il ne s'assit pas, ne lui tendit ni poignée de main ni embrassa.
Il se contenta de se tenir derrière la chaise vide et dit assez fort pour que Marcus l'entende, « Vous traînez le nom des Sloan dans la boue avec ce coup pitoyable. » Marcus déglutit. « Mon fils a failli mourir, papa. » Gérald l'interrompit. « Il n'est pas mort. »« Je ne suis pas mort. »« Toi non plus. Nous survivons parce que nous ne cédons pas. »« Mais toi, tu fais une scène à cause d'un enfant allergique. »« Ce n'était pas une allergie, » grogna Marcus. C'était un choc anaphylactique. Il a arrêté de respirer pendant près de 5 minutes. Gérald renifla froidement. Et voilà que tu te laisses encore dominer par tes sentiments, comme ta mère. Finalement, c'est son sang qui a gagné. Marcus serra les poings, les chaînes des menottes claquèrent. Ses yeux rougirent, non pas de rage, mais de quelque chose de plus lourd, le désespoir. Tu ne m'as jamais serré dans tes bras. Tu ne m'as jamais demandé de quoi j'avais peur. Tout ce que j'ai reçu, ce sont des ordres, des coups de poing et ton exigence de devenir ton clone. J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé d'élever mon fils pour qu'il soit fort. Peut-être que tout ce que j'ai fait, c'est répéter exactement ce que je détestais. Gérald ne dit rien. Il se retourna et s'éloigna, ne laissant derrière lui qu'une seule phrase, « Quel dommage. » Un Sloan ne pleure jamais devant les autres. Plus tard dans l'après-midi, Lisa était assise en face de l'avocat Alex Hamilton, feuilletant le dossier. Son visage s'était sensiblement éclairci, mais une concentration d'acier brûlait dans ses yeux, une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour obtenir la garde complète d'Ethan, a déclaré Alex, nous devons prouver que les abus n'étaient pas occasionnels mais faisaient partie d'un schéma. Lisa hocha la tête. J'ai besoin de parler à la seule personne qui l'a dit à voix haute. Madame Cecilia Evans, la gouvernante licenciée 2 ans plus tôt, vivait désormais dans la banlieue sud. Son appartement était petit mais bien rangé, de la lavande séchait sur la véranda, un portrait de famille encadré sur une étagère à côté d'une photo d'Ethan jouant dans le jardin. Lisa arriva en fin d'après-midi. Cecilia ouvrit la porte, surprise un instant puis expira et s'écarta. Dans le salon, Lisa dit doucement, « Mon fils a failli mourir à cause de Marcus et moi. J'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. » Cecilia fixait sa tasse de thé. Après une longue pause, elle murmura, « Il y a eu des nuits où j'entendais Ethan pleurer dans sa chambre, mais Marcus a dit que c'était du coaching de caractère. Une fois, je l'ai vu enfermé dans la réserve pour avoir renversé un verre d'eau. J'ai pensé appeler les services de protection de l'enfance, mais Marcus m'a prévenu, si jamais je m'immisçais à nouveau dans leur affaire de famille, je perdrais mon emploi et je n'en retrouverais plus jamais. J'avais peur, alors je suis restée silencieuse. » Lisa ne dit rien. Les souvenirs lui revinrent en mémoire, le jour où Cecilia avait timidement laissé entendre qu'Ethan était traité trop durement. Lisa avait alors balayé l'idée, persuadée que Marcus n'élevait son enfant qu'à sa manière. La culpabilité la submergea comme une marée. « Je sais, » murmura-t-elle. « Et c'est pour ça que je dois arranger les choses. » Cecilia fouilla dans son sac et en sortit une lettre manuscrite qu'elle avait eu l'intention d'envoyer mais qu'elle n'avait jamais osé. À l'intérieur se trouvaient des notes détaillées sur les comportements troublants de Marcus, chaque incident étant daté et enregistré. À la fin de la journée, l'inspectrice Sarah Marino est revenue dans la salle d'interrogatoire. Sans un mot, elle a placé un petit miroir sur la table, reflétant le visage émacié de Marcus, les cernes sous ses yeux, ses cheveux en bataille. Puis elle a lancé la lecture des images de sécurité de l'hôpital. Ethan, à peine conscient, a murmuré en reprenant ses esprits, les yeux embués de douleur, « Est-ce que, papa, est en colère contre moi ?» Marcus se figea. La voix de Sarah était douce mais lourde, « Tu es devenu la copie parfaite de ton père, mais cet enfant espère toujours un père différent. » Lisa, portant la lettre de Cecilia, retourna au bureau de l'avocat et la déposa sur le bureau d'Alex. « Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, pas seulement pour intenter un procès, mais pour mettre fin à ce cycle une fois pour toutes. » Seul dans sa cellule, Marcus appuya son front contre le petit miroir boulonné à la porte en acier. Une lumière fluorescente crue révélait tous les signes d'épuisement, yeux enfoncés, lèvres sèches, un visage trop fatigué pour trouver une autre excuse. Mais dans le miroir, il voyait plus que lui-même, il voyait les yeux bruns, profonds et ronds d'Ethan calme, lourd, pas en colère mais empli de la déception crue d'un enfant. Marcus recula en titubant. Son cœur battait fort. Il ferma les yeux, mais l'image demeurait, le portail du jardin claquant à 7 ans, le bruit des bottes militaires s'estompant dans l'obscurité, et lui-même recroquevillé derrière un mur,
le silence pour seul réconfort jusqu'à ce que la voix de son père siffle, pleure encore, et la punition sera double. Les Sloane ne sont pas faibles. Il apprit alors à retenir ses larmes. Il enseigna la même chose à son fils. Il pensait que c'était ainsi qu'on protégeait un enfant. Mais maintenant, dans le reflet déformé du verre embué, Marcus vit la vérité, la seule chose qu'il avait vraiment transmise était la peur. Pour la première fois, Marcus se détourna, non pas parce qu'il avait honte que les autres le voient pleurer, mais parce qu'il n'avait plus le courage de se faire face. Mardi matin, une fine brume s'accrochait aux grandes vitres de l'hôpital Franklin comme un voile de fumée. Lisa serrait son manteau contre elle, les cheveux humides de pluie, tandis qu'elle portait Ethan de la voiture jusqu'au 4e étage, l'unité de soins psychologiques pédiatriques. Elle le serrait fort, comme si le lâcher allait déclencher une douleur qu'elle n'était pas prête à affronter. Le couloir, peint d'un vert doux et apaisant, ne parvenait guère à apaiser la tension qui les étreignait tous deux. Les épaules de Lisa se tendaient à chaque pas résonnant, chacun amplifiant la douleur sourde qui l'envahissait. Ethan se blottit contre sa poitrine, silencieux, sa petite main serrant instinctivement le tissu de son manteau. La salle de thérapie n'était pas bondée. Une thérapeute à la voix douce guida Lisa et installa Ethan à une minuscule table d'art, encadrée de boîtes de crayons, de feuilles blanches et de quelques peluches. Lisa s'installa à quelques pas, évitant que son dos ne touche la chaise. Ses mains étaient étroitement liées, son esprit toujours captif ailleurs, prisonnier de cette cellule de détention. Le monde de Marcus était plus calme maintenant. Il reçut un message du garde, d'une voix neutre et posée, Lisa Sloan demandait une visite privée. Pas d'avocat. Pas de cloison vitrée. Marcus leva les yeux, cligna des yeux et hocha la tête. La salle de visite était froide, meublée seulement de 2 chaises en métal se faisant face, posées sur une table basse. Personne ne parla lorsque Lisa entra. Elle portait un long manteau, le visage pâle et démaquillé, les yeux cernés par de trop nombreuses nuits blanches, mais son regard était vif et déterminé. Le gardien termina sa vérification et sortit. La porte en fer se referma derrière lui dans un bruit sourd, comme un verdict silencieux. Marcus parvint à prononcer les premiers mots, les lèvres s'étirant en un faible sourire, presque moqueur. « Tu es venu m'entendre m'excuser. » Lisa ne répondit pas. Elle resta debout, les yeux fixés sur lui. « Je suis venu voir comment un père a failli laisser mourir son propre enfant. » Avec un calme délibéré, elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une feuille de papier soigneusement pliée. Elle l'ouvrit et la posa sur la table. C'était le dessin d'Ethan, un verre de lait barré de rouge et un nuage sombre s'étendant au-dessus des têtes d'une mère et de son enfant. Marcus jeta un coup d'œil à la page. La défiance féroce dans son regard s'affaiblit, comme un fil trop tendu qui finit par se rompre. Lisa prit une profonde inspiration. « Tu sais ce que tu as fait. On ne peut plus le nier. » Ethan est réveillé, continua-t-elle. Il m'a dit que tu étais désolé d'avoir révélé son secret. Tu comprends ce garçon? Il n'a pas peur de mourir, il a juste peur que son propre père ne l'aime pas. Ces paroles résonnèrent dans le silence. Marcus baissa la tête, les épaules tremblantes. Peut-être était-ce un véritable remords, qui lui brillait au coin des yeux. Lisa se retourna et sortit sans un regard en arrière. Lorsque la porte en acier claqua, Marcus laissa tomber sa tête sur la table, le visage entre ses mains. Pour la première fois, aucune excuse ne pouvait le sauver de lui-même. Pendant ce temps, au 4e étage, dans la salle de thérapie, Ethan prit un crayon et dessina ses premiers traits sur une feuille de papier vierge. Ce n'était pas comme ses dessins habituels, pas de super-héros, pas de voiture, pas de sapin de Noël. Il esquissa une petite maison basse sous un épais nuage noir, et devant elle, une silhouette floue se tenant au loin. Le médecin assis à côté de lui demanda doucement, « À ton avis, qui est cette ombre, Ethan ?» Il hésita, un crayon posé sur la page. « Je ne sais pas, » murmura-t-il, « mais peut-être, c'est papa. » Sa voix tremblait. Lisa l'entendit de l'autre côté de la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Ethan baissa les yeux, la main serrée sur le crayon. « J'ai peur qu'il soit en colère contre moi, » admit-il, « mais je l'aime toujours. » Le médecin acquiesça. « Votre père a fait quelque chose qui vous a rendu triste, n'est-ce pas? Dessiner ce que vous ressentez, c'est courageux. Quand on comprend et qu'on nomme nos peurs, elles ne semblent plus aussi grandes. » Ethan ne dit rien de plus, mais il dessina un léger cercle orange autour de sa mère et de lui-même. Puis il estompa légèrement la forme sombre derrière la porte, comme pour la repousser.
Lisa s'agenouilla près de lui et murmura, « Je suis là, et je sais que tu aimes toujours ton père. Mais aimer ne signifie pas laisser quelqu'un te faire du mal, Ethan. » Il se tourna pour rencontrer son regard et fit le signe de tête le plus petit et le plus clair qu'elle ait jamais vu. Plus tard dans la soirée, après avoir installé Ethan dans l'appartement de sa mère, Lisa ouvrit son ordinateur portable et enfila son casque. Une vidéo de l'année précédente passa en silence. Marcus, dans le salon, hurlait « Ne pleure pas comme une fille. Tu crois que la vie va te faire du bien? Tu dois apprendre à la prendre, Ethan, tu me comprends ?» Lisa mit la vidéo en pause, la main crispée sur la souris, la paume moite de sueur. En bas, sa mère réchauffait la soupe. Dehors, la pluie claquait avec insistance contre les fenêtres. De retour au centre de détention, Marcus était assis seul. Les gardiens avaient confisqué le dessin d'Ethan, mais l'image de ce ver de lait barré était gravée dans son esprit. Il regarda dans le petit miroir de la porte de la cellule, et vit les grands yeux d'Ethan le fixer, non pas avec colère, mais avec une déception discrète. Il se détourna, manquant même de courage pour se regarder en face. Du plus profond de sa mémoire résonna une autre voix rauque que celle de son père, « Pleure encore et ta punition sera double. » Les Sloan ne s'attendrissent jamais. À cet instant, Marcus réalisa qu'il perdait bien plus que le droit d'être père. Il payait le prix d'une vie passée à déformer tout ce en quoi il avait cru. Ce matin-là, au tribunal du comté, pas de banderole, pas de foule de journalistes, rien qu'un procès qui allait redéfinir la paternité et la responsabilité. Marcus Sloan est entré dans la salle d'audience, vêtu d'une combinaison orange, d'un calme déconcertant. Il a refusé de se faire représenter par un avocat, ce qui a même fait sourciller le procureur. Lisa était assise dans la galerie, les yeux fixés sur l'homme qui avait autrefois détenu le cœur de son enfant. L'accusé confirme qu'il se défend lui-même, a déclaré le juge. Marcus a hoché la tête. Je n'ai besoin de personne pour me défendre. Alors que le procès entrait dans la phase de présentation des preuves, un grand écran diffusait l'enregistrement du téléphone de Lisa, la voix de Marcus, aiguë et inflexible, criant à son fils, « Arrête de pleurer comme une fille. Tu crois que la vie va te faire du bien? Tu dois apprendre à la prendre, Ethan. » Dans la salle d'audience, les têtes étaient baissées. Quelques spectateurs sifflaient d'indignation. Et dans ce silence pesant, le sens de l'amour, de la douleur et de la responsabilité était en jeu. Puis vint le dessin d'Ethan, une mère tenant son enfant sous un rideau de pluie sombre, la faible silhouette d'un homme debout juste au-delà du seuil. Lisa fut ensuite appelée à la barre. Elle porta le dessin encadré d'une main tremblante et le déposa délicatement sur la table des témoins. Sa voix était claire et posée, mon fils murmura 3 mots. Il ne les comprit pas tout à fait, mais il savait que quelque chose clochait, et il eut le courage de parler. Si mon enfant a pu trouver ce courage dans la peur et la douleur, alors, en tant qu'adulte, je n'ai aucune excuse pour me taire. Immédiatement après, un témoin inattendu fut appelé. Madame Cecilia Evans, l'ancienne gouvernante qui avait travaillé chez Marcus pendant près de 2 ans, s'avança. Ses cheveux argentés encadraient une silhouette petite et modeste, mais ses yeux brillaient d'une clarté inébranlable. Le procureur demanda, « Vous étiez employé chez les Sloan. Avez-vous déjà été témoin d'un comportement inapproprié envers l'enfant ?» Madame Evans hocha la tête, la voix ferme mais légèrement rauque, « Il y avait des nuits où j'entendais Ethan pleurer seul dans sa chambre. Je voulais entrer, mais Marcus menaçait de me licencier si je m'immisçais dans l'éducation des enfants. Une fois, le garçon fut enfermé dans le débarras simplement parce qu'il n'avait pas rangé les blocs par couleur. J'ai voulu parler, mais il m'a menacé, et j'avais peur de perdre mon emploi. Quand j'en ai parlé à mademoiselle Lisa, elle ne m'a pas cru à l'époque, elle lui faisait encore trop confiance, l'aimait encore trop. » Personne dans la salle d'audience ne parla tandis que Lisa baissait la tête, les yeux fermés. Marcus, debout derrière l'enceinte de l'accusé, regarda d'abord Madame Evans, puis Lisa. Personne ne se détourna, personne ne le protégea du poids de ses actes. Le juge appela le dernier témoin, Monsieur Gerald Sloan, le père de Marcus. Il se leva, ajusta le revers de sa veste en cuir usé et répondit d'une voix glaciale. « J'ai appris à mon fils à être fort, pas de pleurs, pas de gémissements, c'est comme ça que j'ai été élevé, et je ne le regrette pas. Avez-vous déjà frappé ou séquestré Marcus par mesure de discipline ?» demanda le procureur. Gérald répondit, « J'ai fait ce qu'il fallait pour lui apprendre à survivre. » À cet instant, Marcus s'immobilisa. Ses épaules s'affaissèrent, ses mains se crispèrent. Le juge invita ensuite Marcus à faire une dernière déclaration. Il se leva,
levant les yeux vers Lisa, dont les yeux croisèrent les siens avec une détermination inébranlable. Plus une larme à verser. Je pensais apprendre à mon fils à être fort, commença-t-il, mais en réalité, je ne faisais que transmettre mes propres blessures à un enfant. Je suis désolé, Lisa, oui, je suis désolé, Ethan, non pas parce que j'ai été condamné, mais parce que maintenant je comprends que j'ai eu tort et que je dois en payer le prix. Un lourd silence s'installa avant que le marteau ne sonne. Marcus Sloan fut condamné à 6 ans de prison pour mise en danger volontaire de la vie d'un mineur et préjudice psychologique durable. Durant cette période, il lui sera interdit de contacter la victime par quelque moyen que ce soit, lettres, visites, communication d'aucune sorte. La garde est confiée à la mère biologique, mademoiselle Lisa Thompson. Pas un seul applaudissement ne résonna dans la salle d'audience, mais quelques têtes dans la galerie hochèrent discrètement la tête. Lisa resta immobile, berçant le cadre d'Ethan comme pour protéger un fragile fragment du passé. Marcus se détourna à l'approche des huissiers, mais avant de partir, il jeta un dernier coup d'œil à son père. « J'élèverai Ethan différemment de ce que vous m'avez fait, » murmura Gérald, sans rien répondre, mais pour la première fois, son regard vacilla, une fine fissure dans le mur de son obstination de toujours. Dehors, le soleil brillait doucement tandis que Lisa descendait les marches du palais de justice sans se retourner. La lumière avait enfin atteint le recoin le plus sombre de sa vie, et cette fois, elle ne serait plus cachée. Une semaine plus tard, Lisa emmena Ethan à sa séance de thérapie. Le garçon allait beaucoup mieux, il mangeait bien, dormait profondément et se réveillait rarement en sursaut. Mais pour Lisa, quelque chose persistait, une question, un faible écho qu'Ethan refusait d'exprimer à voix haute, s'y accrochant comme un point dans la tempête. Alors qu'elle attendait dans la salle de consultation, Lisa reçut un appel de l'avocat Alex. Le centre de détention avait pris contact, Marcus voulait enregistrer un visiteur familial, et c'était Ethan. Lisa resta silencieuse si longtemps qu'Alex craignit que la communication soit coupée. « Je vais l'accompagner, dit-elle finalement, juste pour cette fois. » La prison du comté se trouvait à la périphérie de la ville, nichée entre des rangées de murs gris comme un lieu oublié. Ethan ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, seulement qu'il allait voir son père. Lisa le lui rappelait sans cesse, « Dis seulement ce que tu as envie de dire. Personne ne te forcera. » Dans la salle de visite sans cloison vitrée, un gardien posté juste à l'extérieur. Marcus entra en uniforme de prisonnier, les mains libres, mais le visage visiblement amaigri. En voyant Ethan, il marqua une pause. Le garçon hésitait derrière la jambe de sa mère. Marcus s'assit le premier, posant doucement ses mains sur la table, comme s'il craignait que ce mouvement n'effraie son fils. « Salut mon pote », murmura-t-il d'une voix sèche et distante. Lisa donna un léger coup de coude à Ethan. Le garçon s'assit en face de son père, clignant rapidement des yeux avant de se poser sur le visage familier qui lui semblait désormais si lointain. Au bout d'un moment, Ethan fouilla dans son petit sac à dos et en sortit une feuille pliée en 4. Il la posa sur la table et la poussa, « J'ai fait un dessin pour toi. » Marcus la déplia pour révéler une maison simple sous un ciel bleu, Lisa et Ethan se tenant la main sur le porche. Au loin se tenait la silhouette d'un homme devant le portail, non pas barré, mais simplement debout au loin. « Je t'ai dessiné au loin parce que tu me manques encore, mais je n'aime pas quand tu cries, » expliqua le garçon. Marcus déglutit difficilement, les yeux rouges non pas par jugement, ni par perte, mais parce que cet enfant, autrefois si fragile, lui enseignait maintenant ce que signifiait vraiment la force. « J'avais tort, dit-il doucement. Je pensais qu'être un homme, c'était apprendre à être fort, mais j'avais oublié qu'avant d'être fort, il faut se sentir aimé. » Ethan ne comprit pas bien ces mots, mais il esquissa un léger sourire non pas parce qu'il avait pardonné à son père, mais parce que Marcus avait enfin appris à baisser la tête. Lisa se leva et posa la main sur l'épaule de leur fils, tandis qu'Ethan restait assis, les yeux fixés sur Marcus. Après une courte pause, il demanda doucement, « Es-tu toujours en colère contre moi de leur avoir dit ?» Marcus leva les yeux, la voix nouée par l'émotion, « Non, fiston, je ne suis pas en colère. Je suis juste en colère contre moi-même de t'avoir fait peur. » Ethan hocha la tête, comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il jeta un nouveau coup d'œil au dessin, puis ajouta, « Je veux quand même que tu rentres, mais maman dit qu'on ne laisse entrer que les gens bien chez nous, alors tu dois d'abord apprendre à être quelqu'un de bien. » Cette remarque innocente transperça Marcus comme une lame silencieuse, révélant une vérité qu'il n'avait pas encore affrontée. Il baissa la tête, sans rien ajouter. La porte grinça tandis que le garde entrait, d'une voix douce mais ferme, « La visite est terminée, veuillez quitter la pièce. » Lisa se pencha et prit la main de son fils.
Il est temps de partir, Ethan. Avant de partir, elle lança un dernier regard à Marcus ni pour le blâmer, ni pour lui pardonner, mais pour lui confirmer discrètement, le passé est clos, et quiconque souhaite encore les accompagner doit sortir de l'ombre qu'ils ont autrefois projetée. Ethan se souvient encore de toi, Marcus, mais les souvenirs qu'il garde, c'est à toi de décider. Je ne l'empêcherai pas d'aimer son père, mais ne t'attends pas à ce que je te donne une autre chance de lui faire du mal. Marcus hocha légèrement la tête et il savait qu'il n'avait plus rien à redire. Pour la première fois, sans qu'il ait besoin de le lui dire, il comprenait que les adultes n'ont pas toujours droit à une seconde chance, surtout quand on perd l'innocence d'un enfant. Cet après-midi-là, le tribunal a officiellement statué que Lisa aurait la garde exclusive d'Ethan. Marcus a perdu tout droit de visite pendant toute la durée de sa peine, une fois libéré, tout contact nécessiterait une surveillance et une thérapie obligatoire. Ce soir-là, Ethan était assis à la table de la cuisine avec son bloc à dessin. Il esquissa une nouvelle image, une maison lumineuse avec un large porche, sans pluie, sans ombre juste lui et sa mère. Il dessina un portail, légèrement entr'ouverte, et plaça la silhouette de son père derrière, mais cette fois, il ajouta un petit cercle jaune au-dessus de sa tête, comme la première lumière du matin. Lisa scotcha le dessin sur le réfrigérateur et resta un long moment à le contempler. Le soulagement n'était pas encore là, mais une douce paix s'installa dans sa poitrine non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'après tout, son fils était encore un enfant qui savait aimer, pardonner et garder ses distances avec la douleur. Un an plus tard, une douce lumière printanière éclairait le dôme du centre communautaire. Lisa et Ethan se tenaient en coulisses, prêts à monter sur une petite estrade. Ils n'étaient plus des victimes, ils étaient témoins du pouvoir de la parole, de la vérité et du courage. Dans le public étaient assis des parents, des travailleurs sociaux, des enseignants et des enfants blottis contre leurs proches. Dans un coin, une mère tremblante serrait contre elle sa fille de 3 ans tandis que le regard de Lisa croisait le sien. Alex Hamilton a ouvert la conférence en présentant Lisa comme quelqu'un qui avait transformé une tragédie personnelle en un appel à l'action communautaire, quelqu'un dont la voix avait forcé le système juridique à écouter les murmures discrets d'un enfant. Lisa se leva, micro à la main. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme et claire. Il y a un an, mon fils a murmuré 3 mots. Ils n'ont pas été criés, il n'y avait aucune preuve physique, mais cela a suffi à m'arrêter net, à me faire regarder à nouveau, non seulement l'homme à côté de moi, mais moi-même. Que avais-je laissé passer sans rien dire? Elle jeta un coup d'œil à Ethan, au premier rang. Il lui fit un signe de la main, un sourire éclatant, le regard confiant si différent du garçon qui autrefois reculait devant la lumière. Nous apprenons à nos enfants à obéir, a-t-elle poursuivi, mais il faut parfois leur apprendre à ne pas se taire. Nous pensons que l'amour signifie les protéger, mais souvent, cela signifie croire qu'ils peuvent parler et les écouter sincèrement, même lorsque ce qu'ils disent est difficile à entendre. Lorsqu'elle s'est retirée, Ethan a été invité à dire quelques mots. Il s'est déplacé, puis s'est avancé en tenant le dessin du jour. J'avais un secret que je n'aurais pas dû garder, a-t-il dit. Et quand je l'ai révélé, j'ai eu peur. Mais ma mère ne s'est pas fâchée, elle m'a écouté, et je me suis senti plus léger. Maintenant, je sais que le révéler a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. La salle retint son souffle, puis éclata en applaudissements. Une petite fille à côté de sa mère se pencha et murmura « Maman, je peux voir aussi ?» Sa mère acquiesça. Dans le bus du retour, assis côte à côte, Ethan posa sa tête sur l'épaule de Lisa. « Maman, et si la prochaine fois je le dis à quelqu'un et qu'il ne me croit pas ?» Lisa posa doucement sa main sur ses cheveux. « Alors, raconte-moi ton histoire. Je resterai derrière toi aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'il t'écoute. Et même s'il ne t'écoute pas, je serai toujours là, à entendre chaque mot. » Ethan sourit faiblement. Le dessin qu'il avait fait aujourd'hui représentait une maison cette fois sans pluie ni ombre, juste sa mère, lui-même et un étroit chemin menant à un jardin où les dernières lueurs du jour éclairaient délicatement chaque galet. Parce que parfois la lumière n'a pas besoin de crier pour être vue, il lui suffit de cesser d'être caché. L'histoire d'aujourd'hui risque de nous laisser sans voix, non seulement à cause de ce qui s'est passé, mais aussi à cause de la façon dont un jeune enfant a trouvé le courage de s'exprimer dans son moment le plus vulnérable. Ethan ne s'est pas contenté de sauver sa peau, il a réveillé quelque chose de profond au sein de sa famille, quelque chose qui les a poussés à s'arrêter, à faire une introspection et à repartir sur de meilleures bases. Il y a des blessures qui ne peuvent pas être effacées, mais elles peuvent être transformées en force si nous sommes assez courageux pour affronter la vérité. Que pensez-vous du choix de Lisa, la mère qui a gardé le silence, qui a hésité,
mais qui a finalement choisi de soutenir son fils? Et que pensez-vous de Marcus, un homme marqué par son passé qui n'a pas su trouver la bonne façon d'aimer son enfant? Pardonneriez-vous, ou appliqueriez-vous cette leçon à votre propre vie? Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Tout va bien? La vie est-elle douce avec vous ces derniers temps? Si quelque chose vous pèse, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Nous vous écoutons ensemble, non pas pour juger, mais pour comprendre.